Everyone's loving the K-pop, right? Bonjour tout le monde, rebonjour. J'espère que vous avez bien mangé et pu échanger avec quelques collègues. Maybe for those in the room, if you could come have a seat with us, please. Ceux qui sont dans la salle, je vous demande de venir vous asseoir. Good. That means you too, Rita. Rita, ça vaut pour vous aussi. OK. Revenons maintenant à notre programme afin de réfléchir à l'avenir de l'écosystème des données de santé au Canada. I hope you had a great lunch and some good hallway chats. J'espère que vous avez apprécié votre dîner et de bonnes conversations dans les couloirs. Dans le dernier panel, on nous a parlé de l'importance de la confiance, ce qui va bien pour la séance suivante, intitulée « Établir la confiance, libérer le potentiel d'avenir des données de santé au Canada ». Sur un sujet fondamental, comment créer une base fiable, connectée et équitable pour le partage d'informations au pays. Ou, comme les jeunes nous disent, une base qui nous donne de l'énergie 6-7. En tout cas. Et en fait, mon adolescent de 13 ans m'a dit que c'était une expression intéressante. En tout cas, veuillez vous joindre à nous pour accueillir Abhi Kalra, vice-président exécutif des soins connectés. Thank you. Good afternoon. Merci. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici et de vous faire une présentation. Vous êtes tous des personnes accomplies dans vos propres domaines. Alors, je vais passer les 40 minutes qui s'en viennent à parler d'engagement. Et j'ai aussi l'occasion d'apprendre grâce à vous pour voir si nous allons sur la bonne voie. Donc, nous allons parler de ce défi au cours de 40 minutes qui est lié à ce que nous avons entendu ce matin et j'ai pris des notes d'excellents exposés de la part des animateurs de ce matin qui ont beaucoup parlé des rétroactions et j'ai pris des notes. J'ai entendu que le statu quo amenait à des méfaits dans le domaine des soins de santé et j'ai entendu des exemples de patients et qui parlaient de l'importance de la diversité des données. Et on a parlé également de bien jeter les bases pour pouvoir ensuite réussir. On a parlé de l'utilisation de l'IA et de la gestion du changement et de comment obtenir la confiance des autorités de réglementation, des fournisseurs. Et puis finalement, le plus important, c'est que quand on est en situation de crise, on travaille de manière cloisonnée et c'est sans doute la pire des choses à faire et c'est ce qu'il faut éviter. Alors, tout d'abord, parlons du défi et ensuite, je parlerai d'une macro-solution où l'on doit tous travailler ensemble. Vous avez sans doute déjà vu cette image. C'est mon image favorite quand on parle du système de soins de santé et on pourrait remplacer le mot Canada par n'importe quel autre pays, en fait. Alors, vous avez le patient. Imaginez-vous en tant que patient ou aidant au milieu de cette image. Il y a des centaines de millions de consultations dans le système de santé canadien tous les ans. Et quand on regarde, les 2/5 de ces consultations se font dans les soins de santé primaires. Mais on a aussi les cliniques sur rendez-vous, le milieu hospitalier, les services d'urgence, les spécialistes et d'autres milieux communautaires auxquels on ne fait pas assez suffisamment attention, le secteur paramédical, chiropraticien par exemple, surtout pour les patients qui ont des douleurs chroniques. Et puis, il y a également les pharmacies et les laboratoires qu'on ne voit pas sur cette diapo. Alors ça, c'est l'écosystème d'information sur la santé. Il n'y a pas un seul de tous ces environnements qui a toute l'information. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis des décennies. Alors, gardez cette image en tête, que vous soyez patient ou non, que vous soyez aidant. Et également, je vois un électeur, je vote en fonction de mon expérience en matière de soins de santé. Alors, le coût de l'inaction
Bon, là, je crois qu'il n'est pas nécessaire de continuer à parler de cela. Tout le monde dans cette salle connaît bien les défis et il y a plusieurs articles qui parlent de l'aspect critique de la situation et du fait que les systèmes de santé doivent se parler. Et quand on voit un médecin, on ne va pas seulement voir le médecin de famille, on va voir d'autres environnements. Et également, la paperasse, le fardeau administratif. Et puis finalement, le docteur Affleck Lloyd qui a parlé, qui a dit que l'interopérabilité sauve des vies et qu'il y a des preuves à cet égard. Alors, une transformation nécessaire, qu'est-ce qu'on fait à partir de là et comment est-ce que l'on peut traduire certains des concepts abstraits, des solutions suggérées en solutions tangibles? Et c'est ce sur quoi je vais me centrer au cours des 10 prochaines minutes. Alors, il y a eu la numérisation au cours de la décennie écoulée. Numérisation, ça ne veut pas dire connectivité ou interopérabilité. On l'a entendu au cours du dernier panel. Il y a beaucoup de numérisation, mais sans connectivité, sans interprétation réelle des données, c'est un fardeau. Alors, on a bien travaillé pour numériser les environnements de santé, mais maintenant, il faut passer à l'autre phase, la phase suivante de la transformation, c'est-à-dire permettre une connectivité et une interaction entre les différents systèmes. Alors, au cours des dernières années, on a beaucoup parlé d'interopérabilité, quelle valeur est-ce que ça apporte, puisque c'était du jargon technique et c'est un problème qu'on n'a pas résolu pendant des décennies et on continue d'en parler. L'interopérabilité est devenue plus importante maintenant, il faut le dire, parce qu'il y a l'IA et les capacités et le potentiel de l'intelligence artificielle. L'interopérabilité est donc devenue importante parce que les problèmes qu'on veut résoudre en tant qu'humain, eh bien, l'IA peut le faire. Mais pour que l'IA le fasse, on a besoin de connectivité. Et c'est là qu'on a un impératif de transformation parce que nos 13 systèmes de santé ont été bâtis sur un ancien modèle, un vieux modèle. Et donc, c'est un appel que nous lançons maintenant de revoir l'infrastructure, de voir les modèles actuels et de voir s'ils fonctionnent avec l'avènement de la technologie et l'accélération de l'avancée technologique. Alors, l'analyse de rentabilisation, certains ont parlé des 5 objectifs ce matin, et quand on parle du système de santé publique, eh bien, l'amélioration des résultats en santé, de l'expérience patient, de l'expérience des professionnels de la santé, l'équité en santé, cela fait partie de la prestation de services de santé. Et au cours des 2 décennies, on a eu tendance à ne pas prendre en compte les coûts de donc cet objectif-là, l'objectif de réduction des coûts, des 5 objectifs. Mettre plus d'argent dans les systèmes publics, ça n'a pas nécessairement amené aux résultats qu'on voulait. Et maintenant, il s'agit de voir comment cet objectif de réduction des coûts va se mettre en œuvre, parce qu'il n'y a plus d'argent maintenant. C'est quelque chose qui est criant. Et donc, l'augmentation des coûts dans les soins de santé, ce n'est plus durable. Il faut que notre système de santé soit plus efficace, que l'on réduise le coût de prestation de services. Et c'est un défi qui se présente à nous. Et il s'agit de savoir gérer cette transition, cet équilibre, et on ne pourra pas le faire si on ne prend pas en compte cet objectif-là. Alors, les coûts actuels, il y a des doublons. Nous payons tous une taxe de duplication, une taxe de doublons. Et on le sait avec les partenaires qui sont dans cette salle. Quand on a à peu près 60% des participants qui sont du secteur privé, 40% qui sont des entrepreneurs, qui sont des représentants du secteur public et d'associations qui participent à cette conférence, et nous payons pour le travail en double parce que nous travaillons tous de manière cloisonnée. Ça, c'est un problème à l'heure actuelle, c'est un rappel qu'il faut travailler là-dessus. Et puis, des accords distincts. On a parlé dans le panel précédent d'entente
partage d'informations et de services. À chaque fois qu'il y a une clinique qui doit échanger un dossier avec un hôpital, ça requiert une nouvelle entente de partage d'informations. Et pour ce qui est de signer, si on signer ce formulaire et qu'on multiplie ça avec tous les patients au Canada, ça représente des millions de dollars. Et donc, il s'agit de se centrer là-dessus. Et quand on parlera des solutions, on parlera de cela. Du point de vue des fournisseurs, près de 100% des systèmes hospitaliers des dossiers de patients se basent sur 3 ou 4 fournisseurs, les systèmes de 3 ou 4 fournisseurs. Il est très important que l'on ait des interfaces normalisées du point de vue technologique, plutôt que de construire des interfaces à chaque fois. Et puis, les services de sécurité, d'audit et de vérification de l'identité, là, on peut dire qu'on les a utilisés un peu comme des faux débats. Ça a été des obstacles au progrès. Comment est-ce que l'on peut obtenir la confiance des autorités de réglementation? En tant que personnes qui mettent en œuvre ces systèmes, il s'agit de comprendre les politiques et de les mettre en œuvre et de les démontrer auprès des autorités de réglementation. Et en fait, il y a un fossé entre la politique et la mise en œuvre. Et il s'agit d'avoir des exigences sur la construction des systèmes et il faut que l'on regarde cela. Et puis, avec le cadre de confiance que je vais présenter, c'est vraiment un réseau qui se centre du point de vue de la transformation. Il s'agit de se demander pourquoi on ne pourrait pas avoir une seule entente de partage d'informations et pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit sur papier? Est-ce qu'on ne peut pas numériser ces accords de partage d'informations? On a des outils numérisés, numériques pour signer des signatures électroniques des documents PDF. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une entente de partage d'informations? Et puis, une seule certification pour annoncer un service pan-canadien de conformité. Pourquoi est-ce que chaque province essaye de faire son propre service alors qu'on a seulement 3 ou 4 fournisseurs? Et donc, il y a une annonce qui a été faite, qui était une étape dans la bonne direction, de tester l'infrastructure. Et maintenant, il s'agit de recruter et de faire en sorte que toutes les provinces investissent dans ces infrastructures. De la valeur économique des données en matière de santé, l'Alberta, Michael et d'autres personnes dans la salle, lorsqu'ils ont construit le cas d'affaires pour un système qui est connecté et où on peut accéder aux renseignements sur les patients n'importe où, les États-Unis sont aussi étroitement alignés sur nos travaux ici au Canada. Ils ont des cadres d'échange et maintenant ils ont environ 100 000 transactions par mois. Et maintenant, ils vont partager aussi les renseignements de par le secteur. L'OCDE et d'autres grandes organisations vont cartographier les données partout au pays. Ils ont prédit un meilleur partage de données dans tous les secteurs, mais surtout dans le domaine de la santé, qui va générer 2,5% du PIB. Il s'agit ici simplement de partager les données, rien d'autre. S'agissant du Canada, si vous ajoutez le secteur privé, car 5% des secteurs sont issus du secteur privé, si vous ajoutez cela, ça va nous donner 3% du PIB. Nous dépensons 350 milliards de dollars par année sur le secteur de la santé. Donc, ça se traduirait par des milliards de dollars d'économie. Nous avons des cas d'affaires qui démontrent que si tout le monde, si chaque région, chaque province et territoire pouvait échanger les résumés des patients pour une meilleure prestation de soins, eh bien, on va pouvoir déverrouiller des milliards de dollars d'économie un peu partout.
Je vous ai donné des exemples et nous n'allons pas discuter davantage de TEFCA qui est aux États-Unis. L'annonce récente du CMS, qui est un échange entre les prestataires de soins de santé et les cliniques, ils ont maintenant ajouté une autre dimension, à savoir celle des patients. Les patients devraient pouvoir accéder à leur propre dossier médico-électronique depuis n'importe quelle plateforme de leur choix. Et donc, il s'agit d'un grand changement de leur point de vue. Et ils ont ajouté aussi le secteur privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mandat nous provient du haut vers le bas. Donc, il y a en effet un mouvement de transformation qui va nous aider à accéder à ces renseignements qui vont résoudre des problèmes. York et França font partie d'une conférence sur les partenariats en matière de santé et nous avons accès aux dernières données européennes. Les pays sont obligés d'échanger les données médicaux. Cela va prendre des années avant la mise en œuvre complète, mais c'est un pas vers la bonne direction. Donc, après le cadre de confiance, qu'est-ce qui s'en vient après? Passons donc 5 à 10 minutes sans être trop technique. Si vous vous concentrez sur le haut de la diapo, dans le secteur de la santé, nous n'avons pas seulement un projet pan-canadien. Au cours des 6 derniers mois, il y a eu de grands mouvements visant à identifier un projet d'une seule Canada, que ce soit dans le domaine du transport ou d'autres. Mais dans le domaine de la santé, nous n'avons pas évoqué ce projet pan-canadien d'une seule Canada. Il y a bien sûr des candidats prometteurs qui pourraient opérer dans toute la gamme du secteur, que ce soit des collectivités locales, où vous voulez vous assurer que les hôpitaux et les cliniques EMR, les centres de soins de longue durée sont tous connectés et respecter aussi la nature fédérée de cet écosystème, ou ça peut être au niveau régional ou au niveau provincial ou territorial. Finalement, nous allons pouvoir dire que nos 13 systèmes de santé pourront être connectés les uns avec les autres pour une meilleure prestation de soins. Mais la solution n'est pas différente, c'est la même solution. Il faut respecter la nature fédérée des dossiers plutôt que d'essayer de centraliser le tout, ce qui était un modèle qui aurait fonctionné il y a 10 ou 15 ans, mais il faut respecter la nature fédérée de ces systèmes de dossiers, mais trouver un moyen de connecter le tout pour recevoir et envoyer les renseignements lorsqu'il y a une prestation de soins. Et c'est le principe fondamental derrière ce cadre interconnecté. J'ai utilisé ChatGPT, Gemini 2.5, donc ce n'est pas mon intelligence, mais je suis convaincue de ce qu'il a produit. Donc, pour vous expliquer en mots simples, dites-moi, je vais aller à une conférence, comment expliquer un réseau connecté. Et c'est ce que j'ai obtenu et je pense que c'est assez bien. Il s'agit d'un fondement partagé. Il faut garder, bien sûr, toute la gamme de services, que ce soit collectivité, province ou pan-canadienne, mais il s'agit d'un groupe de règlements de politique et de normes auxquels les organisations puissent être connectées. Il s'agit aussi d'un modèle de responsabilité. Donc, tous ceux qui participent sont responsables envers le modèle et doivent respecter aussi les règlements. Il s'agit aussi, troisième point, d'un fondement légal et technique afin d'échanger les renseignements. Ce système va permettre l'interopérabilité par défaut parce que lorsque vous définissez les règlements, eh bien, vous créez naturellement l'interopérabilité. Et finalement, il s'agit d'un facilitateur de collaboration, donc collaboration entre les cliniques et les hôpitaux ou connexion entre provinces. Et il s'agit d'une cartographie commune.
Qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas une plateforme technologique ou un logiciel. Il s'agit simplement d'un mécanisme pour s'assurer que les systèmes puissent être connectés les uns avec les autres. Il ne va pas emmagasiner des données et il ne va pas non plus remplacer les lois en matière de protection de la vie privée qui sont déjà en place. Il ne s'agit pas non plus d'une solution à taille unique. Seules les organisations et les cliniques peuvent maintenant ignorer leur propre seuil de protection. Ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est pertinent pour le Canada? Et pour ceux d'entre vous qui vous avez déjà des appareils, vous pouvez vérifier. Moi, j'ai obtenu la réponse oui. Et prochaine question, qu'est-ce qui est possible? Combien de temps ça prendrait pour bâtir ce genre de réseau où on peut tous être connectés, où les fournisseurs de soins de santé peuvent être échangés et moi, en tant que citoyen, je peux aussi accéder à mes dossiers électroniques? Et la réponse était 5 ou 10 ans, mais c'est possible aussi dans 12 mois. Donc, ça m'a donné un peu de motivation car il y avait beaucoup d'enthousiasme. Donc, essayons de faire le pont avec d'autres industries. Si nous revenons en arrière 15 ans, si j'étais avec la banque TD, je ne pouvais pas aller à RBC et retirer de l'argent. Mais cependant, aujourd'hui, c'est entièrement possible. Cela fonctionne car toutes les banques se sont réunies, tous les établissements financiers, et nous voulons fournir une bonne expérience client. Donc, les banques ont décidé de travailler ensemble et d'avoir un réseau connecté. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont établi des politiques communes et ils ont créé un réseau. Ils ont décidé ensemble qui peut participer au réseau, qui peut embarquer et qui va gérer. Ça fonctionne déjà dans les autres secteurs. Bon, je comprends que lorsqu'on dit pan-canadien, ça nous fait un peu réagir, mais je vous encourage à regarder au sein de nos collectivités, de nos instances, et nous pouvons étendre notre croissance de façon organique. Mais voici un exemple parfait d'un autre secteur, le secteur financier. Nous avons déjà évoqué les 3 éléments clés. Il ne s'agit pas de rien de nouveau. Donc, ce n'est pas une organisation geek, PME. Oui, peut-être, mais ce problème est un problème d'envergure globale. Il s'agit d'une question de gouvernance et non pas de gouvernance administrative. Il s'agit de gouvernance participative. Il faut définir les règlements ensemble. Nous parlons aussi de partage d'informations communes. Comment est-ce que cela peut être optimisé? Et il s'agit bien sûr d'une vision assez audacieuse, une proposition audacieuse que nous avons créée pour les prochains mois, les prochaines semaines pour vous tous. Et finalement, il s'agirait d'un cadre technique commun. Voici notre réalité, notre système de santé. Vous voyez ces verrous dans chaque secteur. Ce sont des blocages potentiels. Donc, si on peut déverrouiller ces verrous, eh bien, on pourrait obtenir davantage de connexions. Et nous avons des exemples qui fonctionnent dans d'autres pays dans le monde. Voici comment ça devrait être. C'est un tableau de l'état futur qu'on pourrait atteindre ensemble. Chaque province, chaque territoire a un système provincial et tout le monde les entoure comme une orbite. Et cela va, ou plutôt c'est comme ça que ça fonctionnait auparavant, et maintenant ça peut être l'état futur. L'IA, bien entendu, l'IA est là pour rester. Nous sommes arrivés à un point où tout le monde investit des milliards de dollars dans l'IA. Il y a beaucoup d'optimisme à ce niveau-là, et nous pouvons déjà mettre en œuvre l'IA parce que souvent nous échouons si nous ne faisons pas bien avec la base de l'IA. Et nous célébrons depuis ce matin le programme de l'IA Strive, mais il s'agit vraiment d'une fonctionnalité de base dans le domaine de l'IA. Donc, cela veut dire que
c'est souvent le problème dans la mise en œuvre où on échoue, on n'arrive pas à mettre en place les éléments de base. Donc, il faut procéder avec prudence. J'appelle cela le changement de donne, mais c'est aussi un accélérateur. Dans le parcours de l'interopérabilité, nous adoptons souvent cette approche ancienne où nous prenons les systèmes natifs et nous essayons de bâtir et de cartographier le tout, mais ce sont tous une histoire du passé. Il y a une évidence qui va crier haut et fort que l'IA peut faire une meilleure cartographie pour nous et cartographier les données selon nos normes. Du point de vue de la prestation de soins, nous pouvons maintenant trouver un parcours de soins pour les patients cliniques et tous les patients. Imaginez que vous avez un cadre de confiance. L'IA peut faire un meilleur travail à cartographier le parcours de soins pour ces patients. Et le plus important, c'est la gestion de la population, la surveillance, le contrôle des données. Vous avez cette possibilité d'accéder à des données riches et vous pouvez ensuite mieux gérer les résultats pour les patients. Et dans la confiance, si nous étudions les États-Unis, 8 à 9 ans, pour passer à grande échelle, nous avons un parcours d'accélération très fort si nous choisissons de bâtir entre les réseaux, entre les cadres, et ça peut être l'authentification, la vérification ou peut-être le consentement. L'IA peut faire un meilleur travail de gérer tout le cycle de vie du consentement. Il faut enregistrer le consentement, faire un suivi, faire des vérifications. Est-ce que les patients consentent? L'IA peut faire un meilleur travail que nous dans la gestion de tout cela. Donc, il y a un avantage. Et finalement, l'interopérabilité, je dirais que ça devient par défaut. Ça va venir naturellement si nous mettons en œuvre ce modèle. Les avantages un peu partout pour nos patients, pour les prestataires de soins de santé et pour les systèmes de santé. Dans la diapo précédente, je n'en ai pas parlé. Combien d'entre vous seriez confortables de donner votre consentement à votre prestataire de soins de santé si on vous dit que vos données seront utilisées pour l'amélioration des systèmes de santé, la recherche et plus de recherche en matière de médicaments? Combien d'entre vous seraient à l'aise? Bon, 9 ou 10 personnes, sans bâtir la confiance, sans bâtir l'IA, je ne pense pas qu'on pourra vous donner ce que vous demandez. Et ce n'est pas seulement maintenant, nous entendons cela pendant 3 ans déjà, que 8 sur 10 personnes vont dire oui, je donne mon consentement. Mais est-ce qu'on pourra réellement faire un suivi de l'utilisation des données? Nous n'avons pas encore résolu ce problème du point de vue systémique, mais si on peut résoudre ce problème, eh bien, on va pouvoir passer au niveau prochain. La connectivité. Au cours des dernières années, lorsque nous avions émis notre feuille de route sur l'interopérabilité pan-canadienne, nous nous concentrons sur le fait que les systèmes pouvaient être connectés, que les prestataires pouvaient être connectés. Mais maintenant, il faut avoir une étape entre ces deux, c'est la connectivité. Si nous avons des actifs, si nous voulons fournir un meilleur soin personnalisé, nous avons besoin de connectivité. Nous avons besoin de connectivité aussi pour la transition. Et si c'est fait par fax ou appel téléphonique, il y aura en effet des lacunes. Nous avons aussi parlé de la gestion de la santé des patients. Le facteur le plus important, et ici j'essaie de gérer, j'ai étudié en finance et je pense que la productivité est très importante. La connectivité a une corrélation directe avec la productivité. Et donc, du point de vue de tous les 3 parties prenantes, c'est très intéressant. Donc, nous avons parlé de tout ce qui est bien, tout ce que nous pouvons faire ensemble et qu'est-ce qu'on fait en réalité. InfoRoute, notre équipe est fière d'entamer ce parcours
sans savoir où quelle est la suite, mais si nous pouvons être assez audacieux et mettre au défi le statu quo, c'est déjà un bon début. Nous avons beaucoup l'écosystème est prêt, plus prêt qu'auparavant, que ce soit du système DME ou d'hôpital. Le secteur privé sont extrêmement motivés à bien faire les choses pour les patients, bien entendu, mais aussi pour leur propre offre attrayante. Ils ont besoin de cette connectivité pour lier la chaîne de valeur dans leur province. Et finalement, nous avons d'excellents exemples devant nous. Nous avons parlé de TEFCA, mais aussi du point de vue de l'OMS, ils ont une certification en matière de EMS. Donc, 30 pays sont déjà connectés. Lorsque vous voulez accéder aux soins, c'est déjà disponible, peu importe où vous êtes. Nous avons d'excellents exemples. On peut les concrétiser et nous pouvons aussi bâtir sur leur exemple pour présenter un cas d'affaires. Nous avons lancé notre exercice de plan cette année. En automne, une grande participation du secteur privé, très bonne participation de nos partenaires provinciaux territoriaux qui ont travaillé comme conseillers, qui nous ont aidés à guider le développement de ce plan. Nous avons inclus la voix des cliniciens et aussi des patients. Nous travaillons fort pour préparer cette ébauche de schéma à temps pour le printemps. Cependant, nous ne voulons pas que ce soit seulement sur papier. Nous avons émis des plans DME il y a 10 ans, mais nous essayons vraiment de trouver des cas réels pour les mettre en application, que ce soit une province qui peut parler à une autre province, par exemple les patients de l'île du Prince-Édouard qui veulent voir un docteur en Nouvelle-Écosse, ou ça peut être quelque chose à l'intérieur de l'Ontario, ou au niveau communautaire, nous voulons connecter les différents milieux de soins de santé, où on peut vraiment réunir toutes les instances pour, par exemple, l'immunisation. Donc, nous nous penchons déjà sur des cas réels. Et donc, je fais appel à tous. Si vous croyez en ce projet commun, eh bien, vous devriez vous porter bénévole avec des cas potentiels sur lesquels nous pourrions nous pencher. Donc, c'est ce que je vous demande. D'ailleurs, nous sommes en train de co-créer ce modèle de confiance et nous voulons continuer à bâtir la confiance en tant que partie prenante. Et je pense que chacun d'entre vous a un besoin de demander du financement à l'intérieur de notre propre région. Donc, j'espère que cela va nous aider à obtenir ce financement. Et donc, voici l'avenir, l'état futur potentiel. Je suis ici si vous avez des questions. Il s'agit bien sûr d'une solution macro. Certes, nous ne répondons pas à toutes les questions qui peuvent être engendrées par ce genre de projet, mais nous pensons que nous avons une confiance à 70 ou 80 que nous savons vers où nous orienter et quelles sont les prochaines étapes. En même temps, nous devrions célébrer toutes les petites réussites, les histoires que nous avons entendues ce matin, les histoires à réussite qui se passent chaque jour dans chaque région. Donc, il ne faut surtout pas les oublier. Mais il s'agit ici d'un projet un peu plus macro. Si vous êtes intéressés à ces histoires macro, je vous encourage tous pendant les séances de conférence demain. Nous avons travaillé très fort pour vous amener les bons présentateurs, les bons conférenciers. Et donc, je vous invite à tous participer pleinement. Et voilà, c'est tout pour moi. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Cheryl, merci beaucoup. Je parlais à Cheryl, qui est l'une de nos partenaires patients, et j'ai eu une conversation extrêmement stimulante. Son histoire a fait écho en moi, mais aussi la façon dont tout cela est connecté à l'histoire réelle
d'une patiente, Cheryl. 60 secondes. Oui, parce que vous m'avez donné tellement d'informations. J'ai fait beaucoup de recherches hier soir. J'en ai rajouté un petit peu. J'ai 25 ans j'ai survécu 25 ans pour la leucémie. Je suis survivante et vous savez qu'il y a une thérapie orale. Donc, au cours des 24 ans derniers, j'ai suivi une thérapie orale qui est ciblée, mais qui va souvent avoir des effets secondaires que je ne savais pas jusqu'à l'année dernière. La bonne nouvelle est que ma leucémie est en rémission moléculaire. Mais ils ont dû faire un test qui s'appelle la fixation immuno. Même parce que j'ai été traitée dans un centre particulier, j'avais accès à mes résultats. Mes résultats m'ont montré quelque chose qui était effrayant, qu'il y avait possiblement un deuxième cancer de sang. Et mon médecin ne le savait pas. Donc, avec ChatGPT, mon ami qui avait été programmé à connaître tout sur ma condition, j'ai vérifié qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que ce MGOS. Et ça veut dire que le cancer était en train de s'étendre. Et donc, j'ai pu accéder à un immunotologue qui a changé la trajectoire de mes soins. Et donc, j'ai arrêté il y a un an un certain traitement et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de leucémie. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, cependant, qu'en janvier, le MUSG ont arrêté son système. Je n'avais plus d'accès à mes dossiers. Au Québec, nous avons 30 jours pour voir nos résultats. Donc, j'étais à l'extérieur de l'écosystème. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne voyais plus les résultats de mon test moléculaire. J'ai dû écrire à mon médecin. Et donc, ensuite, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé de terrible avec la FIFA, et donc j'ai manqué de confiance. Mais là, j'ai vu ça. Ça serait formidable si le Québec pouvait accepter de faire le projet et prendre ce qui reste de CFA et ensuite de pouvoir utiliser mes données à l'hôpital général juif et Québec pourrait garder sa souveraineté innovatrice. Nous pourrions tous ensemble accéder à nouveau à nos dossiers médicaux et travailler sur les soins de santé basés sur la valeur. Voici mon histoire. Et cela fait un pont avec le fait que les patients devraient pouvoir accéder à leur dossier de n'importe quelle plateforme de leur choix, car s'il y a un seul canal pour accéder à vos dossiers, eh bien, c'est plein de complexité. Donc, vous utilisiez une application privée de patients ou que vous utilisiez d'autres plateformes pour accéder à vos dossiers médicaux. On devrait pouvoir accéder de n'importe où. Merci beaucoup. C'est une initiative fantastique car nous avons besoin de ce cadre de confiance afin de permettre l'interopérabilité. Vous aviez dit et quelque chose qui me préoccupe, que vous avez besoin de choisir de participer. Et 90% ont choisi de participer ici. Mais la réalité est que dans le monde réel, seulement 35% des personnes vont choisir. C'est ce qu'a découvert l'Australie il y a 10 ans lorsqu'ils ont essayé de créer leur DME contrôlé par la personne. Donc, comment intégrer le côté obligatoire du partage des données et que les personnes devraient pouvoir choisir de ne pas participer. Mais on ne devrait pas demander aux gens de participer car les personnes ne connaissent peut-être pas la valeur de faire ceci, la valeur du partage de données jusqu'à temps que ce soit trop tard. Oui, il s'agit toujours d'une conversation passionnée concernant le modèle de choisir de participer ou choisir de quitter le système. Mais la possibilité de pouvoir quitter le système, c'est une capacité très importante, capacité.
L'année dernière, j'ai appris quelque chose de mes amis du Pays-Bas. Nous avons un programme de don d'organes ici au Canada et je discutais avec quelqu'un du Pays-Bas l'année dernière. Il a dit, quel genre de modèle est-ce que vous avez? Ici, nous avons un modèle où il faut choisir de participer, alors que c'est facultatif. Et donc, aux Pays-Bas, vous pouvez choisir de donner vos organes, mais vous pouvez aussi choisir de ne pas le faire. Et donc, qui ont choisi de ne pas donner leurs organes l'année dernière, c'était 5 ou 6 Et mon collègue du Pays-Bas est ici, il peut confirmer que seulement 5 ou 6 des personnes ont choisi de ne pas participer. Je n'ai pas la bonne réponse, mais je pense qu'il faut avoir le bon mécanisme en place. Il faut que les systèmes soient conçus pour pouvoir choisir de ne pas participer. Oui, c'est déjà intégré, mais comme ça, on n'a pas besoin d'attendre la participation facultative des gens avant de partager les données. Oui, merci. Je vois que le temps s'écoule rapidement. Bonjour, Gay Dolan, HR7 International. Je suis infirmière pendant 20 ans, ou plutôt 40 ans. Bref, TEFCA va permettre cet échange, mais ne va pas permettre le fait d'intégrer ces données dans vos systèmes, à savoir les droits. Avez-vous des commentaires sur cela? J'allais poser cette question un peu plus tôt ce matin au panel élargi. C'est un peu la cause de tout parce qu'il faut aller dans différents systèmes. Personne ne peut faciliter ou faire l'intermédiaire pour cette question épineuse des droits. Je ne sais pas si l'IA peut aider et il y a beaucoup de résistance sur ce sujet. Oui, il y avait une des diapos dans mon contenu qui parlait de l'utilisation de l'IA comme un potentiel pour permettre une meilleure identification et authentification. Alors, ce modèle respecte la fédération des systèmes, donc avec les solutions de systèmes d'identité, mais cela dit, il s'agit de voir comment on peut bâtir cette fédération de différentes solutions d'identité. Et pour le moment, nous n'avons rien bâti ici, mais c'est un objectif, avoir un cas d'utilisation avec un environnement médical ou avec une région ou une province. Mais je crois qu'il faut s'engager dans cette voie, de tester. Merci. Alors, nous avons une pause de 10 minutes. Nous reviendrons à 14h25 et je vous assure que la séance suivante sera très intéressante avec les politiques et la politique.